Donc, bonjour à tous. Donc, comme Anna Montanini, moi, je suis aussi enseignante-chercheuse en neurosciences, donc au laboratoire de neurosciences cognitives. Et on va vous présenter, donc, avec mon collègue Bruno Nazarian de l'IMT, les travaux qu'on a réalisés. En fait, l'idée ici, on va aussi parler bien sûr, de mouvement, mais plutôt les aspects sensoriels du mouvement, donc les aspects perceptifs. Donc, par rapport à ce qu'a montré Anna, nous, on se trouve plutôt dans la boucle, le retour sensoriel du mouvement, et donc comment les sens et le retour sensoriel nous informent sur nos propres mouvements. Donc, comment est-ce qu'on arrive à percevoir nos mouvements et dans ce cadre particulier, on va parler d'un autre sens que celui de la vision, qui est celui de la proprioception musculaire, dont je vais vous parler un peu plus en détail. L'objet un peu de cette présentation, c'est de vous montrer comment nos recherches fondamentales s'appuient sur des développements technologiques nécessaires pour aller plus loin dans nos questionnements fondamentaux. Donc, c'est pour ça qu'on a un peu une présentation à deux voix avec, d'un côté, je vais vous présenter un peu les questionnements fondamentaux et Bruno va vous présenter comment, à partir de ces questions, on a pu développer des outils, un outil en particulier, qui nous a permis de répondre de manière originale à des questions avancées dans ce domaine. Donc, la question qui m'intéresse moi particulièrement, c'est celle de comprendre comment est-ce qu'on perçoit les mouvements de notre corps. Et les mouvements de notre corps sont perçus grâce à un sens particulier qui est celui de la proprioception musculaire. Donc, peut-être un tout petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Ce sixième sens, donc sens en plus de nos cinq sens habituels, il repose sur des capteurs qui se situent dans... Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Voilà. Des tout petits capteurs qui se situent dans nos muscles, donc ce sont ce qu'on appelle des fuseaux neuromusculaires, donc c'est une forme allongée. Et ces capteurs sont des mécanorécepteurs de l'étirement des fibres musculaires. Donc, quand le muscle est étiré, eh bien, ça stimule ces mécanocapteurs qui sont dans les muscles. Et vous voyez que ces mécanocapteurs sont connectés à des fibres sensorielles, donc dites fibres proprioceptives, qui vont donc informer le système nerveux central et donc jusqu'au niveau cérébral de l'étirement du muscle. Donc, lorsque l'on bouge, en fait, on sait que l'on bouge parce que l'on étire des muscles. Pas parce qu'on les contracte, mais surtout parce qu'on les étire. Et donc, ça nous permet d'avoir une perception fine de nos mouvements à chaque instant et de reconstituer ces mouvements. De manière tout à fait intéressante, il existe un outil qui permet de s'adresser directement et de stimuler directement ces mécanorécepteurs proprioceptifs, qui est la vibration tendineuse. Donc, lorsqu'on applique en fait une vibration ici au niveau du tendon, ça va créer des micro-étirements au niveau du muscle et ça va se traduire par des micro-stimulations des fuseaux inclus dans les muscles. Et comment est-ce que l'on sait ça? Parce qu'on est capable d'enregistrer des réponses ici chez l'homme en enregistrant directement les fibres sensorielles qui sont dans les nerfs superficiels. Et vous voyez ici, par exemple, lorsqu'on applique une vibration de 30 Hz sur le tendon musculaire, on va voir que les fibres vont répondre à ces stimulations vibratoires cycle par cycle. Et donc, si j'augmente la fréquence de vibration, les fibres sensorielles vont répondre de manière très fine. Alors, la conséquence de ça, c'est que ça nous permet d'avoir un outil qui va stimuler les capteurs et envoyer des messages artificiels au cerveau que le cerveau va interpréter comme étant un vrai mouvement. Et donc, ça nous permet d'induire chez un sujet parfaitement immobile des illusions de mouvement. Donc, ici, par exemple, si j'applique le vibrateur sur le tendon du biceps, alors que le sujet ne bouge absolument pas, je vais vous montrer ça sur la vidéo aussi, le sujet va avoir une impression que son bras bouge dans le sens de l'étirement du muscle. Donc là, c'est ce que vous avez vu sur cette petite vidéo. Donc, vous voyez que là, le sujet, on lui a placé un vibrateur sur le tendon du biceps et il reproduit avec l'autre main ce qu'il perçoit. Vous voyez que le bras ne bouge pas. Et pour autant, le sujet perçoit cette extension de son bras. Donc, on arrive à leurrer le cerveau en stimulant les capteurs proprioceptifs par vibration. Donc, c'est un outil très intéressant pour manipuler la proprioception. On peut montrer qu'en fonction de la fréquence, évidemment appliquée, on va induire des illusions de mouvement de plus en plus fortes si on augmente la fréquence de vibration. Donc là, le challenge pour nous, notre idée, c'était d'aller voir au niveau cérébral si percevoir un mouvement, par exemple, c'était pareil que d'exécuter un mouvement, ça activait les mêmes régions cérébrales. Et donc, comment est-ce qu'on peut explorer au niveau cérébral les représentations du mouvement. Donc, pour faire ça, il a fallu développer
un outil adapté aux contraintes de l'IRM fonctionnelle. Et donc, je vais laisser la parole à Bruno qui va vous expliquer l'outil qu'il a développé pour répondre à nos questions. Bonjour, donc le développement que je vais vous montrer, qu'on a appelé ProViber, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une présentation, une demande de financement à l'Institut Carnot, c'est un outil qui est compatible à la fois à l'environnement IRM, mais également à l'environnement de la magnétoencéphalographie, du fait, en particulier au niveau des vibrateurs, de l'absence de pièces métalliques, et encore moins ferromagnétiques. Alors, le prototype, c'est une, on va dire, constitution assez classique en 3 étages, avec un étage de supervision qui va comprendre tout l'aspect de synchronie sur la machine IRM ou sur la machine ou sur l'imageur MEG, avec un ordinateur transportable qui va contenir une carte d'acquisition et une source d'air qui peut être soit transportable sous la forme d'un compresseur, soit une source d'air locale dans un système hospitalier sous la forme d'une prise d'air murale. Le module de régulation des distributions, en fait, c'est un banc de tech qui va lui-même contenir essentiellement 2 étages. Un étage de régulation pneumatique, parce que justement, comme a pu le dire Anne, la fréquence de vibration va être essentiellement liée à la pression que l'on va appliquer. Et ensuite, on a un étage de distribution qui est composé d'électrovannes et qui, pour chacun des régulateurs, va pouvoir faire ouvrir une ou plusieurs vannes qui vont elles-mêmes ensuite aller attaquer des turbines ou des éléments qui ressemblent à des turbines, sont des vibrateurs pneumatiques et qui vont permettre de stimuler en surface les fuseaux neuromusculaires par transmission. Alors, de façon plus pratique, voilà comment ça se présente. L'idée, c'était de pouvoir faire un système à la fois polyvalent et transportable, parce que on manip aussi avec des partenaires divers et variés, que ce soit locaux ou internationaux. Donc, vous avez ici le contrôleur qui directement qui contient la carte d'instrumentation qui va être reliée par un port USB à l'ordinateur que vous voyez ici, qui peut être un ordinateur portable tout à fait standard, et toute une tuyauterie avec des tuyaux indépendants pour chacun des vibrateurs. Donc ça, c'est le banc. Et puis, il y a les vibrateurs. Alors, on dispose d'un set de vibrateurs assez disparates qui sont assez différents en fonction des années de conception et de notre propre progression à la fois dans les questions et dans les outils. Donc, vous voyez qu'en fonction de l'articulation, en fonction de l'illusion de mouvement que l'on souhaite créer, on va avoir besoin de vibrateurs plus ou moins puissants, plus ou moins larges, plus ou moins adaptés à l'effet qu'on va vouloir produire. Et là, rien que là, il y a tout un ensemble de questions en termes de mécanique et d'instrumentation qui se posent. Aujourd'hui, le banc de stimulation, il est composé en fait de 2 régulateurs. Vous voyez ici sur l'interface de test de calibration, puisque tout ce banc-là, évidemment, il doit être calibré pour pouvoir mener chaque expérience. Et la calibration dépend souvent d'ailleurs du lieu dans lequel on se situe. Et chaque régulateur va lui-même être associé à 3 électrovannes qui vont permettre d'aller attaquer des vibrateurs indépendants. Donc là, vous avez ici l'interface de calibration et à droite, l'interface qui va nous permettre de dérouler en fait toute une session de stimulation, que ce soit dans un environnement IRM chez nous à Marseille ou dans un environnement IRM ailleurs, par exemple à Lausanne ou à Genève, mais également dans un autre type d'environnement comme la magnétoencéphalographie, avec toujours le suivi à la fois du déroulé de l'expérimentation, mais également les paramètres de vibration, qui sont ici les paramètres de commande. Manquerait dans une version prochaine de ce banc, les paramètres de retour de vibration, de pression, c'est-à-dire de vérifier que la pression qu'on demande au régulateur est effectivement la pression qui est appliquée et qui garantit, de ce point de vue, la vibration
la fréquence de vibration demandée. Je repasse la parole à Anne. Alors, là, c'était pour vous montrer des exemples d'applications, comment on a utilisé ce dispositif et on l'a appliqué. Donc, un exemple de protocole. Donc, comme l'a présenté Bruno, en fait, le dispositif qu'il a développé, ça permet d'appliquer des stimulations à différents niveaux du corps. Donc là, vous voyez qu'on a 6 points de stimulation possibles qui nous permet du coup d'explorer des mouvements complexes de différents niveaux corporels. Ici, par exemple, les 2 jambes avec les 3 niveaux, genoux, chevilles, hanches, qu'on a pu stimuler. Et on a pu du coup mettre en évidence, par exemple, ce type d'activité cérébrale. Donc, je rappelle que le sujet donc, est complètement détendu pendant les séquences d'acquisition IRM. Il ne bouge pas et les stimulations vont lui donner l'impression que ses jambes ou ses pieds ou ses genoux bougent. Et vous voyez qu'ici, pendant que le sujet a des illusions, eh bien, on peut montrer qu'une illusion de mouvement, ça va activer à la fois les aires sensorielles du mouvement, mais aussi les aires motrices du mouvement. Et donc, ça, c'est un résultat tout à fait important et intéressant. Donc là, vous avez ici les activations si on stimule la jambe gauche, donc avec des activations majoritairement contralatérales dans l'hémisphère droit et réciproquement pour la jambe droite, des activations plutôt dans l'hémisphère gauche. Donc, ça nous permet d'explorer les substrats corticaux qui sous-tendent la perception du mouvement dans des conditions particulières et d'aller même dans le détail. Donc, vous voyez ici, par exemple, on peut s'amuser à faire ce qu'on appelle la somatotopie, c'est-à-dire l'idée que donc chaque zone de notre corps est représentée dans une région très spécifique au niveau cortical. Et vous voyez ici, par exemple, que la hanche, donc la partie hanche, elle est isolée du genou et de la cheville, donc ce qu'on appelle la somatotopie, qui est évidemment bien connue, mais c'est pour vous montrer que le dispositif est assez fin pour faire une exploration muscle par muscle de la représentation au niveau cérébral. Et puis très récemment, on a pu utiliser aussi ce dispositif, cette fois pour explorer le niveau médulaire, qui est absolument méconnu. Donc ça, c'est assez challenging de faire de l'IRM fonctionnel au niveau de la moelle, parce que le signal est assez bruité, donc c'est assez compliqué. Et dans une collaboration, donc, comme disait Bruno, avec le PFL et le campus de Genève, on a pu faire des acquisitions moelle. On peut aussi les faire ici au centre, puisque ça consiste à avoir une antenne spinale, moelle, qui permet d'enregistrer cette fois-ci les réponses médulaires. Et vous voyez qu'avec ce dispositif, on arrive à isoler les points d'entrée des afférences proprioceptives dans la moelle. C'est tout à fait novateur, hein, ça n'a jamais été montré avant, on est très fiers de ces résultats. Enfin, moi, je suis très fière de ces résultats. Et donc, vous voyez ici, donc, chaque point correspond à un pic d'activation correspondant à une stimulation spécifique appliquée sur un muscle des jambes. Donc, c'est tout à fait intéressant. Ça ouvre des champs et des perspectives très importantes. D'ailleurs, on a des perspectives dans le champ de la réhabilitation chez les patients médulo-lésés en collaboration avec Grégoire Courtine. Évidemment, ce dispositif est modulable, donc on peut aussi stimuler d'autres régions corporelles, on ne s'en est pas privé. Donc ici, vous voyez des stimulations qu'on va appliquer cette fois-ci au niveau de la main, donc pour induire des illusions cette fois-ci de la main. Et on a fait tout un tas d'expériences pour montrer, par exemple, que percevoir un mouvement illusoire de sa main à point de départ proprioceptif par vibration, eh bien, c'est assez similaire et ça recrute un peu les mêmes régions que percevoir une illusion de mouvement de sa main lorsque l'on fait une stimulation tactile. Donc là, c'est un autre dispositif qu'on a développé qui permet d'évoquer aussi des illusions de mouvement, mais cette fois-ci, c'est un disque qui tourne sous la main du sujet et lui donne l'impression que sa main tourne en sens inverse. Donc, ça nous a permis de comparer les réponses cérébrales à ces deux types de stimuli. On a pu aussi utiliser les vibrations dans un cadre plus clinique pour voir si la vibration appliquée sur un membre qu'on a immobilisé, préalablement immobilisé, donc pendant 10 jours, les sujets avaient la main dans une orthèse, comme vous voyez ici, et on a pu montrer que si on appliquait des vibrations pendant l'immobilisation, après immobilisation, les structures, la représentation cérébrale était intacte, alors que chez des sujets qui n'étaient pas stimulés pendant l'immobilisation, les représentations cérébrales étaient altérées. Et puis, beaucoup plus récemment, on a étudié l'évolution des représentations cérébrales proprioceptives au cours du vieillissement. Donc, on sait très bien que, bien sûr, avec le vieillissement, tous nos sens se détériorent. C'est le cas aussi de la proprioception musculaire. Et on a pu montrer, grâce à la vibration en IRM,
qu'il y avait effectivement en particulier une altération de l'équilibre de la balance interhémisphérique entre nos cortex sensorimoteurs, que vous voyez ici. Donc, entre les sujets âgés et jeunes, il y a une perte de latéralisation. Et cette perte de latéralisation explique les déficits perceptifs des sujets. Donc, les sujets âgés qui perçoivent moins bien les mouvements de leur corps, on peut l'associer à un déséquilibre interhémisphérique cérébral. Et ça peut être mis en évidence grâce à notre dispositif vibratoire. Donc voilà, l'idée, merci évidemment à l'ensemble des collaborateurs. Donc toutes ces études ont pu être réalisées au centre IRM avec nos collaborateurs Jean-Luc Canton et Julien Saint. Nos collaborateurs à Genève, Loane et Roberto, qui sont sur le campus Biotech et qui sont responsables d'une plateforme IRM à Genève. Donc nos collaborateurs Global Reporting, les étudiants et les étudiantes qui ont réalisé ces expériences, évidemment. Voilà, l'idée ici, c'est vraiment de vous montrer comment la recherche fondamentale s'appuie directement sur les développements technologiques. Donc là, c'est un très bel exemple. Toutes ces expériences et toutes ces avancées n'auraient pas pu être réalisées sans ce développement instrumental. Et on est très lié au développement instrumental pour faire avancer la recherche. Donc, c'est très important. J'espère l'avoir